Donc je rencontre Claude fin 2006. Je fais mon boulot, je vis à Trouville-sur-Mer. On fait quelques voyages ensemble, je l'accompagne sur des voyages et j'aimais beaucoup la photo. Et on part un jour en voyage en Espagne et je fais plein de photos là-bas. Il me dit, t'as un œil extraordinaire, j'aimerais beaucoup que tu deviennes mon photographe de plateau. Je ne savais pas que ça existait. Je ne sais pas si vous savez que sur chaque plateau de cinéma, il y a un photographe de plateau qui doit amener un autre regard que celui du metteur en scène. C'est ce qu'on m'a raconté pour me motiver, j'imagine. Et pour devenir photographe de plateau de Claude, je me dis, ok, moi, j'ai toujours appuyé sur mon enclencheur automatiquement. Mais il faut que je m'adapte à la lumière du chef opérateur. Je n'avais jamais entendu parler d'une focale, jamais parlé d'un chef opérateur. Donc je suis retournée à l'école, j'ai fait un stage de 2 mois au Gobelin, à Paris, où j'ai fait une sorte de stage intensif sur le métier de photographe et surtout l'initiation au numérique. On était vraiment à ce moment-là, je crois que c'est en 2009, complètement à la fin de l'argentique et au début du numérique. Parce que même au Gobelin, ils arrêtaient complètement les cours sur l'argentique. Donc c'était vraiment, ça allait devenir, la bascule allait être définitive autour de 2009-2010. Donc je suis partie. Après, Claude a fait son film qui s'appelle Ces amours-là, je ne sais pas si vous l'avez vu. On est parti en Roumanie et ça a été formidable comme formation pour faire un premier film parce que tous les jours on changeait de plateau, tous les jours on changeait de décor et c'était un film d'époque. Donc au début, j'étais là avec mon vieux survêtement, les gens me regardaient bizarrement en se disant elle n'est pas très légitime parce que c'est sa femme. C'est un vrai problème aussi. Vous l'aurez pas ce problème-là, enfin, je pense pas, mais c'est aussi un problème quand on est... c'est un faux problème, mais ça l'est. Quand on est la compagne de quelqu'un comme Claude, il faut peut-être assurer encore plus que les autres pour être légitime, entre guillemets. Donc tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle fait ces photos? Et je me souviens que le regard des gens a changé le matin où je suis arrivée et on avait exposé toutes les photos que j'avais faites, des photos du film dans le film. À ce moment-là, ils se sont dit, tiens, elle fait des bonnes photos, et à ce moment-là, vous êtes plus légitime. Il faut savoir quelque chose qui est extrêmement frustrant et que vous connaîtrez dans votre vie. Vous allez voir que vous allez écrire quelque chose pour quelqu'un et qui va tout transformer le jour du tournage. Ça, c'est hyper dur, mais il faut l'accepter, c'est comme ça. Il faut que vous vous disiez, je suis au service de quelqu'un qui me demande d'écrire quelque chose, je respecte le fait qu'il puisse tout dégager. Ça a été très compliqué pour moi de le vivre sur Salon Thème, parce qu'on avait écrit quelque chose d'assez rugueux, je dirais. Et Claude est parti 1 semaine avant à la montagne avec Michael Pierrard, qui est son premier assistant, et sa script Marion Pain. Il travaille toujours avec les mêmes personnes, donc vous rencontrerez ces gens, et il m'a tout réécrit, tout dégagé, tout changé. C'est super dur. C'est super douloureux. Bon, voilà. C'était aussi pour ça qu'après, on a envie de faire ses propres trucs en se disant personne ne va venir tripoter ce que j'ai fait. Même si ça peut ne pas paraître important, le regard des autres, ça peut l'être. Et à ce moment-là, même pour Claude, c'est bien. Enfin, il y a quelque chose de légitime. À ce moment-là, je sais que je vais signer pour Les Oublis du Dimanche. Et pour vous dire à quel point c'est long dans l'édition, j'ai signé en janvier 2014 mon contrat et le bouquin n'est sorti qu'en avril 2015, donc plus de 16-17 mois après. Entre-temps, on est allé en Inde avec Claude, on commence à écrire 1+1. Et là, c'est tout le contraire qui se passe par rapport à Salon Thème où on a 2 ans d'écriture. La seule chose qu'on sait, ce que Claude veut, c'est un homme et une femme qui se rencontrent dans un pays, à l'étranger, et ils se plaisent parce qu'ils sont à l'étranger. Et que dans leur propre pays, chez des amis, à un dîner ou dans une rencontre normale, entre guillemets, ils ne se seraient pas forcément vus. Mais ils se voient parce qu'ils sont déracinés. Ça, c'est l'idée de départ de +1. On l'écrit, mais alors, j'ai envie de vous dire, en 15 jours, 3 semaines, on écrit une sorte de... J'aime pas les traitements, je travaille jamais en traitement, parce que moi, dès que je me mets à écrire, j'écris en scène. Je ne sais même pas ce que ça veut dire faire un traitement, ça m'exaspère en fait. Pour rentrer dans le vif du sujet, j'écris en scène. J'ai besoin de savoir ce que les gens se disent, pour savoir ce qu'ils vont se dire après, ce qui va suivre. C'est très important. Mais après, chacun sa méthode. Ça, c'est la mienne. Il y a plein de gens qui font des traitements. Alors, dans la scène 1, il y a ça. Dans la scène 2, il faut décrire ça. Puis, pour moi, ça n'existe pas. Moi, je rentre directement dans le vif du sujet. Il y a aussi un truc qui est très important avec le temps. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à travailler un petit peu ensemble. Voilà. Au fur et à mesure qu'on travaille avec quelqu'un, on le connaît de mieux en mieux. Donc on en arrive presque à anticiper ce qu'il va vous dire. Donc plus je travaille avec Claude, et plus je sais exactement ce qu'il attend de moi. Je ne dis pas que je suis forcément d'accord,
avec ce qu'il attend de moi, ou que je suis d'accord avec les idées qu'il a. Mais en tout cas, j'essaye de répondre à sa demande, parce que de toute façon, après, il va tout changer. Donc j'essaie d'être au plus près. Et ça, vous verrez, si vous travaillez à 2 ou 3, vous comprendrez. Alors, en plus, dans ce rapport-là, à chaque fois, c'est très différent. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, Salon Thème, on l'a vraiment construit au moins 50-50 sur l'idée, sur comment on avançait dans l'histoire. 1+1, c'est une idée globale. Et par exemple, le prochain, Oui ou Non, dont il vous a peut-être déjà parlé, il a exactement tout dans la tête. Donc, il m'a déjà raconté l'histoire et c'est moi qui l'a transcrit. Comme si j'étais une traductrice de ce qu'il a dans la tête. C'est la même langue, mais c'est exactement ce que je suis devenue. Je suis devenue sa traductrice, avec le temps. Parce que c'est pas du jour au lendemain que vous pouvez faire ça avec quelqu'un. C'est parce que ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble. Et qu'au bout de 10 ans, il y a des choses, il y a des automatismes qui se font. Je reviens sur 1+1, on écrit extrêmement vite. Je dirais, un mois, on a vraiment 70-80 pages, un bout à bout, de A à Z. Très important, Claude n'avait pas la fin à la base. Et ça, c'est vachement important, parce que moi, j'écris jamais une histoire si j'ai pas la fin à la base. Ce qui me motive, en tout cas dans mes romans, et même dans les scénarios, c'est que il faut que je sache où ça va. Peu importe les chemins que je vais emprunter pour aller jusque-là, mais si je peux vous conseiller, ayez une fin. Sachez exactement ce que vous voulez raconter. Le début, première scène, et puis vraiment, où est-ce que je vais? D'accord? Sur Les Oubliés du dimanche, je savais exactement comment ça commençait, elle se décrivait, et je savais qu'à la fin, elle remettait un cahier bleu à un des personnages. Je ne savais pas comment j'allais arriver à ce cahier bleu, je ne savais pas comment j'allais arriver à ce moment-là, mais en tout cas, c'était ça la fin. Et sur le deuxième roman que j'ai fini, qui sort en mars prochain, je savais comment je commençais, et je savais qu'à la fin, ça finissait sur une plage, dans une calanque près de Marseille. Je ne savais pas comment elle allait arriver là, mais c'est très important, parce que du coup, ça vous fait un fil qui est tendu. J'ai pas très bien compris ce que c'était traitement et scène. Eh ben, le traitement, vous n'avez jamais lu un traitement? Un traitement, c'est une description. Il rentre, il s'assied, il fait ça. Ben, moi, au lieu d'écrire, il rentre, il s'assied, il fait ça, et ben, il va dire quelque chose. Donc évidemment que les descriptions sont importantes, mais rajoutez toujours un tout petit peu de dialogue, s'il y a des dialogues dans la scène, évidemment. Sinon, ce n'est que des descriptions. Même si tu as 2 personnages. Juste, ne serait-ce que pour donner le ton de ce qu'ils vont se dire, tu vois, juste la tonalité. Donc ça, c'est 1+1. Donc on l'écrit, vous voyez, c'est tout le contraire de Salon Thème. Comme quoi, rien ne se ressemble. Chacun sa vie. Il a travaillé pendant 1 an avec 2 autres co-scénaristes, qui sont Pierre Huyterhoven, qui est un grand scénariste, et Grégoire Lacroix, qui écrit des euphorismes. Et Claude me dit, au bout d'1 an, voilà, chacun sa vie. Et je le lis et je n'aime pas. Je n'aime pas parce que c'est mon ressenti. Je peux me planter. Que ce soit, j'ai pas la science infuse. Je sais pas comment vous dire ça, mais ce que je vous dis, c'est ma popote à moi, c'est ma cuisine à moi. C'est pas parce que ça marche pour moi que ça marchera pour vous. Donc je vous dis tel que je le ressens, je n'aime pas. Et je dis à Claude, moi ce que je vois là, c'est il n'y a pas de fond. Il n'y a que de la forme. On a cherché à épater la galerie en écrivant des jolies phrases. On essaie de faire du dialogue à la Audiard, mais moi je m'en fous parce que j'ai pas de fond. Et moi ce qui m'intéresse dans une histoire, c'est le fond. Qu'est-ce qu'on veut raconter? C'est quoi l'idée? C'est quand même fondamental. Vous voyez? Parce que c'est bien beau de bien écrire, mais en fait on s'en fout complètement. Moi j'ai lu des chefs-d'œuvre qui sont écrits très simplement. Un chef-d'œuvre, c'est pas parce que c'est bien écrit, c'est pas parce qu'on emploie des mots compliqués qu'on va faire un chef-d'œuvre. C'est pas vrai. Un chef-d'œuvre, c'est parce qu'on touche à la vérité. Parce qu'on est sincère. Pour moi, Marcel Pagnol touche au chef-d'œuvre. Et pourtant, il ne parle que d'un père, d'une poissonnière, des gens dans un bistrot. Il ne parle que de ce qu'on appelle les gens de peu. Mais c'est génial. Et ça touche à l'universel. Donc ça, c'est très important. Et c'est ce que je ressens quand je lis Chacun sa vie. Donc je retravaille pendant 5 mois sur Chacun sa vie et je fais une autre proposition à Claude. Je reprends les scènes, mais j'essaye, tant bien que mal, d'amener du fond. Puis on retravaille beaucoup tous les deux. Et ça, c'était le 3e scénario. Et c'est vous dire à quel point à chaque fois, ça a été des cas de figure totalement différents. Puisque là, j'ai déjà une base et je le réécris entièrement avec Claude. Donc, je me suis dit sur Oui ou Non, ce que je vais faire avec Claude, il m'a entièrement raconté l'histoire et je l'ai enregistré, pour le coup. Donc, 4e scénario et 4e cas de figure, encore totalement différents. J'ai commencé à l'écrire. Et je me suis retrouvée 3 semaines en novembre, obligée de rester en Normandie. Je me suis enfermée pendant 3 semaines et je suis allée au bout.
Et je lui ai donné à peu près 200 pages qu'il va lire, il y a des choses qu'il va garder, il y a des choses qu'il ne gardera pas, peu importe. Mais c'était parce que je voulais qu'il voie sur papier à quoi ça ressemblait. Il y a une grande différence entre ce qu'on imagine, ce qu'on voit sur le papier, et puis je ne vous dis pas, lui, dans sa tête, le montage. Et puis lui, c'est un homme d'images. Et moi, je pense que je suis une femme de mots. Donc j'ai transformé ces images en mots sur 200 pages que je lui ai remis là, il y a 3 semaines. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est différent. Maintenant, je vais revenir sur l'écriture, celle qui m'appartient. Parce que ça ne m'appartient pas. Quand je travaille pour Claude, je suis au service de quelqu'un. Donc c'est son histoire. Même si j'apporte ma tonalité, surtout sur les personnages féminins, surtout sur la psychologie féminine, la psychologie, c'est vachement important. Il faut que vous sachiez, à chaque fois que vous allez écrire sur un personnage, c'est vachement bien que vous sachiez à quoi elle ressemble, comment elle s'habille, si elle vote plutôt à droite ou à gauche, qu'est-ce qu'elle aime manger, qu'est-ce qu'elle n'aime pas manger, c'est quoi son parfum. C'est très important ce que je vous dis là. Parce que tout à coup, elle va exister, cette personne. Sur le dernier roman que j'ai écrit, qui s'appelle Changer l'eau des fleurs, il y a un personnage qui s'appelle Violette Toussaint. Je sais qu'elle a entre 40 et 50 ans. Quand j'ai commencé à écrire l'histoire, j'ai écrit 100 pages, et après je suis venue ici, et on a fait le tournage de Chacun sa vie. Et j'ai fait imprimer les 100 premières pages que j'avais un peu oubliées, parce que je les avais écrites 6 mois auparavant. Et quand je les ai relues, j'étais à Pras, je me suis dit, maintenant je vais aller au bout de ce deuxième roman. J'ai été super déçue de mon travail. Pourquoi j'ai été déçue de mon travail ? Parce que je ne suis pas rentrée dans l'essentiel. Je ne suis pas rentrée dans la chair. N'écrivez jamais l'idée de quelqu'un, écrivez quelqu'un. Parce que sinon, vous n'aurez pas la vérité d'un personnage. Est-ce que pour la scène, j'en prends une au hasard, dans Salaud on t'aime, quand Johnny parle avec Eddie Mitchell, est-ce que Claude te demande il te décrit ce qu'il veut, et toi, c'est toi qui apportes le dialogue? C'est quand il chante devant la télé, ou c'est à quel moment? Oui, celle où il chante devant la télé. Alors là, tu vois, par exemple, il rentre un jour, il me dit j'ai une idée géniale, je vais mettre Johnny et Eddie devant un western, ils vont chanter. Moi, sur le coup, et c'est pour ça que je vous dis, ayez vos propres convictions, et si vous êtes sûr, allez au bout, même si tout le monde vous dit vous êtes cinglé. C'est très important. Et moi, je me dis, je vois pas l'intérêt, quoi. Je comprends pas tellement ce qu'il me raconte, mais bon, j'écris. Et quand on voit la scène aujourd'hui, finale, on a gardé. C'est vraiment devenu déjà une scène d'anthologie. Donc c'est pour ça que je le dis et je le précise, je n'ai pas forcément raison. Je vais au bout de mon idée, je dis je suis pas d'accord avec toi, mais celui qui reçoit cette information, s'il lui dit moi je suis d'accord avec moi, eh ben, j'irai au bout. Et il a bien fait. Par rapport à écrire, au fait que vous disiez qu'il faut écrire la biographie d'un personnage. Je me demandais, c'est peut-être un peu technique et ça se trouve c'est très personnel, mais est-ce qu'il vaut mieux commencer par écrire ça avant d'écrire l'histoire, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient après l'écriture d'une histoire? Je crois que j'avais écrit les bios après, mais je ne suis pas sûre de ça. Je me demande si je ne l'ai pas fait à peu près au milieu, tu vois. Je ne me souviens plus, je l'avais écrit j'avais fait ce cadeau pour les comédiens, en fait, pour qu'ils comprennent bien leur histoire par rapport les unes par rapport aux autres, parce que c'était 4 filles de 4 mères différentes, et je voulais qu'elles connaissent leur rapport, quels avaient été leurs rapports, parce que toujours dans les fratries, il y en a toujours une ou deux ou 3 qui sont plus proches l'une de l'autre, où il y a un tel écart d'âge entre le plus jeune et le plus vieux qui se voit pas de la même façon que celui qui a que 2 ans de plus. Et puis, en plus, il y avait les 4 mères différentes. J'avais articulé, je l'ai jamais refait, mais ça pour qu'elles comprennent quelles étaient leurs histoires par rapport aux autres, comment elles jouaient ça, qui était jalouse de l'autre, qui n'était moins jalouse. C'était très intéressant par rapport à ça, en fait. Par rapport à ce cas de figure-là, parce que c'est une grande famille. Moi, je voulais demander, parce que du coup, c'est une question que je me pose beaucoup en écriture. On a bien évidemment tendance à écrire avec nos souvenirs, parce que c'est, comme tu dis, les seules choses qu'on connaît. Et dès que, du coup, on ne sait plus trop la suite, on a tendance à partir un peu dans des clichés, ou dans, par exemple, tous les films qu'on a vus avant, ils nous disent un peu qu'est-ce que le personnage devrait faire. Est-ce que ça, il faut plutôt s'en détacher J'ai trouvé, parce que, et ça revient à ta question par rapport à la distance. J'ai trouvé, en fait, ce que tu voulais dire. C'est que
tu te mets aussi, ce qu'il faut savoir faire quand on écrit ou quand on veut faire un film, savoir se mettre à la place des autres. Et ça, c'est une vraie distance. Par exemple, sur le prochain roman, à un moment, je suis une sale bonne femme qui a croisé un sale bonhomme à un mauvais moment. J'ai jamais été cette personne-là. Mais en fait, ce qui est intéressant dans nos métiers, c'est de se mettre à la place des autres, d'aller chercher comment les autres y pensent. Et ça, c'est ça, mettre de la distance. C'est-à-dire que tu n'es plus du tout toi, et pourtant, tu as les mêmes réactions et tu penses comme quelqu'un d'autre. Et ça, c'est formidable. Alors ça, moi, j'adore. Et c'était ça que je voulais vous dire tout à l'heure, et je ne suis pas allée au bout de mon cheminement, c'est que je ne sais pas comment vous êtes quand vous écrivez, mais alors moi, si là, j'écris une scène où je suis un garçon, un vieux monsieur de 70 ans, eh ben, je vous jure que pendant que je vais écrire, que ce soit pour le roman ou pour le scénario, je vais être, le temps de l'écriture, un vieux bonhomme de 70 ans. Je vais ressentir la même chose que lui. Essayez de faire ça. Parce que du coup, ça aide, parce que du coup, il y a une sorte de vérité. Je ne sais pas comment je fais pour ça, mais quand je rentre dans une situation qui va durer 1 heure, pendant cette heure, je ne suis plus du tout Valérie Perrin, je ne suis pas née le 19 janvier, je suis l'autre. Donc c'est ça nos métiers. Et je pense que ça marche pour les comédiens, pour la mise en scène, pour l'écriture. Ça marche pour tout. Savoir se mettre à la place des autres. Donc posez des questions et soyez curieux. Parce que du coup, plus vous allez questionner, et plus vous allez, maman, raconte-moi ça, papy, raconte-moi ça, ton voisin, raconte-moi ça, écoutez ce que les gens, et mettez-vous à leur place, à ce moment-là. Justement, par rapport à ça, je pense que ça rejoint encore une fois ce que disait Léo, est-ce que là, la chose la plus compliquée, quand tu dis ça, c'est pas justement de faire tout ça sans jugement, en fait? Parce que si tu te retrouves à écrire une scène qui parle de quelqu'un qui est mauvais, par exemple, et que du coup tu te mets à cette place-là, est-ce que la difficulté, justement, c'est pas d'ôter tout jugement, et est-ce qu'elle n'est pas là, la prise de distance, c'est celle qui est vraiment difficile? Aussi, tu n'es pas là pour juger tes personnages, tu es là pour dire ce qu'ils ressentent. J'ai énormément travaillé là-dessus sur le prochain roman. C'est les différents points de vue sur quelqu'un qui peut paraître ignoble, et tout d'un coup tu vas peut-être lui pardonner parce que tu te rends compte qu'il y a une autre vérité en lui. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je regarde tout le temps, je ne sais pas si vous êtes... je regarde tous les trucs, faites entrer l'accusé, j'adore ça. Pourquoi j'adore ça? Claude me dit, t'es folle. Oui, je suis dingue de ça. Pourquoi j'adore? Parce que j'adore les gens qui sont borderline. Et pourquoi des braves gens sont amenés à commettre les pires meurtres où d'un coup ça bascule. Je trouve que nos métiers, c'est ça aussi, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment donné on bascule. Il y a un truc qui m'intéresse depuis que je suis née, et je sais que je mourrai avec, c'est l'état amoureux. Pourquoi est-ce que quand on est dans l'état amoureux, on peut franchir des montagnes, on peut devenir fou, on peut abandonner sa famille, tous les gens qu'on aimait parce qu'on est amoureux, tu vois. Et ça, c'est un état, l'état amoureux, c'est formidable. Il me passionnera toujours. L'amour interdit, l'amour d'un père pour son fils, d'une mère pour son fils, de sa fille, enfin tu vois, tout cet amour-là me passionne. Et c'est aussi pour ça que je crois que j'ai vraiment choisi de faire ce métier, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et Valérie, quand tu adaptes un roman, est-ce que tu suis... Normalement, oui. La chronologie, ouais. Normalement, oui. Voilà, sur Les yeux jaunes des crocodiles, c'était vachement sympa. C'était 2 sœurs, une fille très érudite, assez timide, qui vit avec ses 2 filles, son mec qui la quitte du jour au lendemain, et une sœur qui vit dans les beaux quartiers, qui est extrêmement belle, qui a beaucoup d'éloquence, mais qui est vide. Et en fait, c'est la petite timide dans sa cuisine qui va écrire un roman, et c'est qui va être le nègre de sa sœur. Et c'est sa sœur qui va faire croire à la terre entière qu'elle a écrit ce roman et qui va faire les télés, faire sa maline, etc. Donc c'était vachement intéressant. Donc tu es obligé de suivre la chronologie, en fait. D'accord. Tu vois ? Et puis, après, ça dépend. Hein. Tu peux librement adapter, ça veut dire ce que ça veut dire. Librement adapter, ça veut dire que tu peux y chercher l'idée, une essence, un parfum, le parfum d'une histoire, mais que tu vas l'adapter différemment. Donc, dans ce cas, tu peux ne pas du tout respecter l'ordre chronologique. Moi, sur les 2 romans que j'ai écrits, tu es obligé de respecter l'ordre chronologique, à mon avis, en images, parce que c'est pas du tout comme Mon garçon, mais ça revient à ce qu'il disait hier, s'il y a une montée en puissance, en fait. Et tu vas de découverte en découverte. Si tu montes ça à l'envers,
ils vont être complètement paumés, tu vois. Oui. J'avais aussi, du coup, tu parlais de construction dramatique. Très important, la construction. Et, parce que j'ai fait une petite résidence d'écriture là, cet été de court-métrage. Ouais. Et effectivement, il disait que tu avais déjà toute une phase de trouver vraiment le fond de quoi tu veux parler. Et dans un deuxième temps, comment est-ce que tu arranges. Et donc pour nous tous qui écrivons des courts-métrages, c'est super important. Et c'est aussi la différence entre un court-métrage et un long-métrage. Quand une courte durée, tu fais pas les mêmes choses. T'as pas un personnage qui change énormément entre le début et la fin. Ouais. Et donc je pense que c'est là aussi où nous on a peut-être besoin de conseils et de réfléchir pour écrire, parce qu'on voit beaucoup de longs métrages ici. Alors en fait, je pense que sur un court métrage, c'est l'opposé de la série où tu as le temps sur 4-5 années de poser l'évolution d'un personnage. Et contrairement au court métrage, il faut que les différences de vos personnages soient juste des nuances. Entre les personnages sur intérieur, des nuances intérieures. Parce qu'effectivement, tu n'as pas le temps. À moins que sur ton court-métrage, tu fasses des ellipses et que tu passes de ton personnage, il a 1 an, et puis 10 ans, et puis 20 ans en 2 secondes. Mais si c'est sur un temps donné qui est le présent, je pense qu'en fait, les seules transformations que tu vas pouvoir apporter à ton personnage, ça va être les quelques nuances intérieures par rapport à ce qu'il va vivre aussi. C'est vrai que c'est très compliqué comme exercice. Parce que sur un court-métrage, ça veut dire qu'il faut que tu amènes ton personnage. Il est déjà chargé. Il faut qu'on comprenne de quoi il est chargé, et c'est sur un temps très court, en fait, sur un temps donné. Donc, à mon avis, selon ce qu'il va avoir à vivre, ça va plutôt être en nuances, les transformations, tu vois. C'est compliqué, c'est très abstrait, je sais ce que je te dis, mais, il faut que tu ressentes ce qu'il ressent. Mais c'est clair, enfin, il faut qu'on soit bien conscient que l'écriture, ici, on a fait il y en a qui font des films, tu sais, pour le Nikon Festival. Oui, il faut faire des films en 2 minutes. Oui. Il y en a d'autres, c'est même en 1 minute là, qu'on fait en ce moment. Ouais. C'est vrai que c'est ultra différent. C'est très, très 1, différent. 2, 15, 1h30. Ouais. Tout ça, l'écriture. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as raison, entre le court-métrage, le long-métrage et puis toutes les séries, où là, tu te dis, c'est bon, j'ai le temps. Je pense que c'est ça le succès des séries. C'est que tout d'un coup, nous aussi, on s'attache d'année en année à des personnages très forts comme ça. Et sur le court, il faut que ce soit tout nuancé, quoi. C'est très dur. Je sais que c'est très dur. Ce que je vous disais ce matin, j'ai pas les réponses, mais soyez, en tout cas, essayez de vous mettre à la place de votre personnage. Et là, vous allez vivre vous-même ce que lui ressent et ses transformations à lui par rapport à la situation donnée. Hein. Si c'est doux, si c'est plutôt dur, ou s'il y a quelque chose de violent, tu vois. Essayez toujours de vous mettre à la place des autres, donc questionnez beaucoup les autres. C'est vachement important. Ouais. Et dernière question, c'est aussi tu nous as un peu raconté comment tu as franchi le cap, parce que tu as eu une autre vie avant. Ouais, j'en ai eu plein, j'ai eu 1000 vies avant celle-là. Et donc l'écriture, à quel moment tu t'es donné suffisamment confiance pour y aller et essayer de vraiment aller au bout d'un projet? Comment est-ce que tu as vécu cette période où tu savais pas trop, tu avais des envies En fait, tu sais pas. Déjà, j'étais quand même un peu l'écrivain public, tu vois. Si par exemple n'importe quelle copine avait un petit topo à faire sur une soirée, un truc, on m'appelait déjà. On savait que voilà. Mais j'écrivais aussi des procédures dans le travail. C'est des choses très différentes, mais mine de rien, t'écris et puis tu structures les choses. J'avais une copine qui avait fait une soirée autour d'un truc caritatif où il fallait qu'il y ait un maximum de parraines, marraines. C'était sur une association qui s'appelle World Vision, où tu parraines un enfant du bout du monde. Eh ben, elle m'avait demandé d'écrire le texte. Enfin, ça faisait des années quand même que les gens savaient. Je faisais des petits concours de nouvelles. Voilà. Tu sais, c'est ce que je disais, je suis pas née un matin en me disant tiens, je vais écrire. Ça fait partie de ta façon de t'exprimer. Moi, je pourrais pas être comédienne. Être sur une scène, ça me terroriserait. Et pourtant, aujourd'hui, je réalise en vous parlant, et c'est aujourd'hui que je le réalise, que je suis quelque part comédienne, parce que quand j'écris, je suis dans un rôle. Et je le réalise là. Quand je te disais tout à l'heure, menter, en fait, on est dans une vérité, mais on ment à tout le monde et on joue. C'est ce matin devant vous que je réalise qu'en fait, je fais un travail de comédienne. Parce que je ne suis pas un homme de 70 ans, je ne suis pas une gamine de 20 ans. Donc je me mets à la place, donc je joue. Et je le réalise parce que je vous en parle ce matin. Apparemment, toi, quand tu as fait lire l'ébauche de ton premier roman, ça a été unanime. Oui. Mais je ne sais pas comment ça va se passer pour le deuxième, mais est-ce que d'un côté, le fait de le faire lire à plusieurs personnes
t'as pas peur aussi qu'en fonction En des fait, je choisis idées... vachement ces personnes. Ouais. D'abord, il faut toujours prendre les personnes qui vont... Alors, je le dis toujours à Claude, quelqu'un qui tape tout le temps sur l'épaule en disant « t'es formidable », ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas m'entourer de ça. Je veux m'entourer de gens sincères. J'ai pas besoin qu'on me lèche les pompes, j'ai horreur des lèche-culs, horreur de ça. Et c'est très important ce que je vous dis là, donc choisissez toujours à qui vous faites lire. Donc moi, je savais que le cercle à qui je le ferais lire, ce serait très sincère. Tu vois, et que s'il y avait des choses négatives, quand Salomé m'a appelé pour me dire oh, c'est génial, j'adore, c'est fort. Je me suis dit putain, c'est bon, parce que Salomé aime rien. Donc je me suis dit si Salomé elle aime ça, c'est très bon signe. Donc choisissez les bonnes personnes. Et puis aussi, allez au bout. Si vous avez l'intime conviction que vous êtes dans le droit chemin, même si les autres vous disent non, allez quand même au bout. Enfin, il faut toujours savoir mesurer. C'est compliqué ce que je vous dis, c'est toujours le fil. Vous savez, c'est vraiment le fil de l'acrobate, quoi. Il faut savoir mesurer, toujours tempérer, aller au bout de ce que vous avez envie de dire, mais sachez quand même, écoutez, si quand même 5 personnes disent « Oh là là, j'y crois pas 2 secondes », et sachez écouter, mais sachez vous écouter, vous savez, mesurer les choses. 50-50, c'est l'équilibre, voilà, c'est l'équilibriste toujours. Donc toi, tu conseilles quand même, une fois que tu as écrit quelque chose, ouais. de le faire quand même lire à des gens de confiance pour avoir un retour et savoir si on peut évoluer sur la chose. Ouais. C'est quand même super. Et puis des bonnes personnes qui vont être pertinentes, tu vois, qui vont savoir te dire, bah là... Parce qu'ils n'ont pas besoin d'être lèche-cul, quoi. Ah, surtout pas. C'est des intimes, c'est pour ça. Ouais. Les intimes ou pas, tu peux prendre par exemple 2 intimes et puis 2 personnes plus extérieures, tu vois, justement, qui te connaissent moins intimement et puis qui vont prendre cette fameuse distance dont on parlait, parce qu'ils ne te connaissent pas, donc ils ne savent pas ce que tu racontes. Hein, forcément, là, quand j'ai fait lire changer l'eau des fleurs, forcément, quand mon frère ou mes parents le lisent, il y a des choses qui sont... je parle de gens qui connaissent, donc forcément, ils me disent « Waouh, on a vachement de mal à prendre de distance d'un coup, parce que tu nous parles de gens qu'on connaît personnellement, donc on pleure ou on a été obligé de le poser, parce qu'à un moment donné, je parle de ma grand-mère et que forcément, eux reconnaissent tout de suite cette personne. Donc ils m'ont dit, c'est super dur, on est obligé de poser parce que on est bouleversé. Alors que si je le fais lire à Elsa, par exemple, qui l'a là entre les mains, elle ne sait pas de qui je parle. Donc elle n'a pas la même lecture. Donc c'est bien de choisir 4-5 personnes différentes. Des gens qui ont de la distance et plus intimes. Et puis voilà, n'oubliez jamais ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça c'est le plus important que je pourrais vous dire, cette nécessité de raconter une histoire. Si vous ne l'avez pas, changez d'histoire.